Je m'appelle Matteo Del Valle. Et voici Realidad Prohibida, l'endroit où la vérité fait mal, où les blessures que la société cache sont exposées aux yeux de tous. Ici, il n'y a pas de filtre, pas d'embellissement, seulement la dureté de la vie. La vie qui palpite dans les recoins les plus sombres. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un crime quelconque. Ni d'un vol, ni d'un crime passionnel qui fait la une des journaux pendant une journée. Aujourd'hui, nous allons descendre dans un abîme. Un abîme que l'histoire elle-même, de ses mains sales, a tenté d'enterrer. Un puits si profond que la lumière n'ose pas y pénétrer. Je vous demande de prendre une grande inspiration. Préparez-vous, car le voyage d'aujourd'hui est sans retour. Imaginez un lieu sans nom. Ne le cherchez pas sur Google Maps. Il n'existe pas. C'est un point effacé de la carte. Une cicatrice sur la peau de la terre. Un village fantôme habité par des gens vivants. Des gens qui ont oublié comment rêver. Là-bas, la poussière n'est pas seulement de la poussière. C'est le résidu de générations de désespoir. Le soleil ne réchauffe pas. Il brûle. Il punit la terre craquelée et les toits en tôle. Le silence n'est pas la paix. C'est la peur. Une peur épaisse qui colle à la peau comme la sueur. À cet endroit précis de l'oubli, dans une maison qui n'était qu'un tas d'adobe et de tôle rouillée. Une petite fille a grandi. Elle s'appelait Élisabeth, un nom qui aurait pu appartenir à une reine. Mais là, dans ce désert, il sonnait comme une moquerie. Le monde, ce petit monde cruel qui l'entourait, ne l'appellerait pas Élisabeth très longtemps. Bientôt, son nom serait remplacé par un murmure. Un murmure qui rampait dans les rues de terre comme un serpent. Un surnom chargé d'horreur et de mépris. La mère de l'abomination. Faisons une pause. Ressentez le poids de ces mots. Ce n'est pas un titre de journal. C'est une pierre tombale. La pierre tombale sur la vie d'une petite fille. Cette histoire ne commence pas par un cri. Les cris sont pour ceux qui ont encore l'espoir d'être entendus. Cette histoire commence par un silence. Profond, ancien, complice. Le silence de tout un village qui savait. Bien sûr qu'il savait. Ils voyaient les ombres à la fenêtre. Ils entendaient les pleurs étouffés. Mais ils choisissaient de se taire. La peur de la bête était plus forte que la conscience. Le silence d'un père qui regardait sa propre fille et ne voyait pas une enfant. Il ne voyait pas ses yeux curieux, ni son sourire timide. Il voyait un objet, une possession, un morceau de terre fertile qui lui appartenait. Son regard n'était pas celui d'un père. C'était celui d'un geôlier, et le silence d'une mère, peut-être le plus terrible de tous. Une femme qui se consumait lentement dans la folie. Une ombre qui errait dans la maison, fredonnant des berceuses désaccordées. Des chansons pour une enfance que sa propre fille n'aurait jamais. Incapable de protéger son propre sang, ou sans la volonté de le faire. La première nuit. La nuit où tout s'est brisé. Élisabeth n'avait que 10 ans. 10. Répétez ce chiffre dans votre tête. Elle jouait encore avec des poupées de chiffon. Elle croyait encore aux contes de fées. Il n'y a pas eu de violence physique, pas telle que nous l'imaginons. Il n'y a pas eu de lutte qui aurait alerté les voisins. Le monstre était plus subtil, plus pervers. Il n'y a eu qu'un ordre. Murmuré dans l'obscurité presque totale de sa chambre. Un ordre qui sentait l'alcool bon marché et la terre. Viens ici. Un ordre de son propre père. Et l'obéissance. L'obéissance glaciale d'une petite fille qui ne comprenait pas le sens des mots, mais bien le ton. Le ton de celui qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Son corps tremblait, mais ses pieds se sont mis en mouvement.
À cet instant, dans ce petit mouvement, elle a su que sa vie, la vie de la petite Élisabeth, venait de prendre fin. Quelque chose en elle, quelque chose de pur et de brillant, s'était éteint à jamais. Cette nuit-là fut le premier maillon, le premier anneau d'une chaîne d'horreur qui défie l'entendement humain. Une chaîne forgée avec le métal de l'inceste, trempée dans la cruauté la plus inimaginable, et rouillée par les larmes de l'abandon le plus absolu. Élisabeth fut contrainte de devenir l'épouse de son père. Ce fut la première mort. Puis, lorsque le monstre s'est lassé ou a voulu partager son trophée, elle a été livrée à son frère. Ce fut la deuxième mort. Et enfin, alors que l'abîme semblait avoir atteint son fond, la réalité a prouvé qu'il était toujours possible de tomber plus bas. L'atrocité ultime. La perversion définitive. Hélas, elle a été contrainte d'avoir un enfant, de son propre fils. Son corps, ce petit corps de fillette est devenu un champ de bataille. Un territoire profané encore et encore. Ces cicatrices n'étaient pas seulement sur sa peau, elles étaient gravées dans son âme. Mais son esprit, l'esprit humain, quelle arme puissante, quel refuge désespéré. Son esprit a construit une forteresse, un endroit sombre et secret au plus profond d'elle-même. Une pièce sans fenêtre où la douleur rebondissait sur les murs, mais ne pouvait pas la détruire complètement. Un endroit où, dans le silence le plus absolu, elle a planifié sa survie. C'est pourquoi je vous le dis. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une victime. C'est la radiographie d'un système pourri jusqu'à la moelle. Un système qui l'a vu et qui l'a ignoré. Des policiers qui ont reçu des plaintes anonymes et les ont classées sous une pile de papier sans importance. Problèmes familiaux, disait-il en bâillant. Des médecins qui l'ont soigné pour des chutes et ont vu les ecchymoses en forme de doigts sur ses bras, mais ont préféré ne pas poser de questions gênantes. Ils ont noté « contusion légère » et l'ont renvoyée chez elle. Des voisins qui baissaient les yeux lorsqu'ils la croisaient, qui augmentaient le volume de la radio pour ne pas entendre les bruits provenant de cette maison. Tous complices, tous, par leur silence, ont livré Élisabeth au monstre. Chaque jour, encore et encore. Si vous avez le courage d'écouter, si votre cœur n'est pas encore devenu de pierre, si vous pensez que ces histoires doivent être racontées pour que le monde sache, pour qu'elles ne se reproduisent plus jamais, abonnez-vous, mais ne le faites pas pour moi. Faites-le pour elle, pour toutes les Élisabeth de ce monde. Cliquez sur la cloche, car chaque notification est une lumière dans l'obscurité. C'est un coup porté contre le mur du silence. Le silence qui est le complice, le meilleur ami du bourreau. Et ici, dans Realidad Prohibida, nous avons déclaré la guerre à ce silence. Nous allons le briser, quoi qu'il en coûte. L'histoire d'Élisabeth ne fait que commencer. Ce n'était que le prologue. Et je vous préviens, en toute honnêteté, ce qui va suivre changera à jamais votre façon de voir le monde, de voir vos voisins, de voir la justice, de voir la nature humaine. Le sauveur n'arrive pas toujours avec une épée étincelante. Il n'arrive pas sur un cheval blanc. Parfois, ce n'est qu'un homme. Un homme avec une cravate trop serrée et le poids de la routine sur les épaules. Il s'appelait Javier. Il avait 26 ans. Trop jeune pour le cynisme que son travail exigeait. Trop idéaliste pour un monde qui broyait les idéaux et les transformait en paperasse. Il travaillait pour les services sociaux. Son titre officiel était « travailleur de terrain ». Un euphémisme pour dire qu'on l'envoyait dans des endroits que Dieu avait oublié de regarder. Son bureau était un box gris.
sous une lumière fluorescente qui clignotait, comme un cœur sur le point de lâcher. L'air sentait le café rance et l'indifférence de ses collègues. Des hommes et des femmes âgés, au regard fatigué, ils avaient vu trop d'horreurs. Et ils avaient appris à se protéger. Ils avaient appris à ne pas ressentir. « Ne t'implique pas, mon garçon », lui avait dit l'un d'eux le premier jour. « Rédige ton rapport, remplis les formulaires et rentre chez toi. Tu ne peux pas tous les sauver. » Javier acquiesçait, mais à l'intérieur, une voix refusait. Une voix obstinée qui croyait encore qu'un homme pouvait faire la différence. Le dossier d'Elisabeth Flores est arrivé sur son bureau un mardi matin. Il n'était pas urgent. Il n'est pas arrivé avec une sirène. Il est arrivé comme un dossier parmi d'autres. De couleur beige, taché de café. Un parmi une pile d'autres tragédies anonymes. Javier l'a ouvert sans trop d'attente. Le titre était froid. Bureaucratique. Référence pour malnutrition infantile. Négligence familiale possible. 2 lignes. 2 lignes pour décrire l'enfer. Javier a lu les détails. Peu nombreux. Un rapport d'un centre de santé rural. Une enseignante qui avait remarqué l'absence prolongée des enfants. Des noms, des âges. Une adresse qui semblait être au bout du monde. C'était son travail. Il ne savait pas que ce dossier beige n'était pas un cas comme les autres. C'était son destin. Cela allait dévorer sa vie. Cela allait mâcher son âme et cracher un homme différent. Le voyage vers le village fut une descente vers un autre monde. Une descente lente, visqueuse. La route principale, une bande d'asphalte lisse, abandonna. Elle se transforma en un chemin de terre. Puis, en une cicatrice de poussière et de pierre. Sa vieille voiture protestait à chaque nid de poule. Le signal du téléphone portable disparut en premier. Puis, les stations de radio. Le monde moderne était resté derrière, comme un lointain souvenir. Javier baissa la vitre. L'air était différent, épais, chaud. Il sentait la terre sèche et autre chose, des secrets gardés depuis trop longtemps. Il entra dans un royaume de silence et de regards méfiants. Le village n'était qu'un petit groupe de maisons en adobe, accrochées à la terre comme si elles avaient peur de tomber. Il n'y avait pas d'enfants jouant dans la rue. Il n'y avait pas de musique. Seul le bourdonnement des mouches et le vent soulevant des tourbillons de poussière. Les gens l'observaient, depuis l'ombre de leur porche. Des visages burinés par le soleil et le silence. Des yeux qui ne posaient pas de questions. Ils jugeaient. Un vieil homme assis dans un fauteuil à bascule l'arrêta du regard. Javier descendit de la voiture. La chaleur le frappa comme un coup de poing. « Bonjour », dit-il. Sa voix lui semblait étrange, étrangère. « Je cherche la famille Flores. » Le vieil homme cracha dans la poussière. Un crachat lent, délibéré. « Que cherchez-vous ici, jeune homme ?» La question n'était pas un accueil, c'était une barrière, un mur. « Je travaille pour les services sociaux », insista Javier. Le vieil homme eut un rire sans son. « Ah, pour le gouvernement !» Le mot sonna comme une insulte. « Continuez tout droit », dit-il enfin en pointant du menton. La dernière maison. Celle qui tombe en ruine. Personne d'autre ne dit un mot. Les regards le suivirent, lourds, jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Le silence le suivit comme un chien affamé. La maison était une plaie dans la terre. Pire que ce qu'il avait imaginé. Les murs en adobe étaient fissurés, gonflés par l'humidité. Le toit en tôle rouillée était troué, laissant voir le ciel. Il n'y avait pas de jardin, seulement de la terre sèche et des déchets, et l'odeur. Ce fut le premier coup direct.
Une odeur qui le fit reculer. Une odeur d'humidité, de pauvreté stagnante, d'urine et d'autres choses. Quelque chose de sucré et de malade. L'odeur de la chair triste. L'odeur du désespoir en décomposition. Il s'approcha de la porte. Un morceau de bois qui tenait à peine sur ses gonds. Il leva la main pour frapper. Il hésita. Il prit une profonde inspiration. Il frappa. Le son fut absorbé par le bois pourri. Personne ne répondit. Il frappa à nouveau, plus fort. « Bonjour ? Il y a quelqu'un ? Je suis des services sociaux. » La porte s'ouvrit. Pas complètement, juste une fente. Un long grincement, comme une plainte. Et puis, il la vit, dans la pénombre de l'intérieur. Elisabeth. Mais ce n'était pas une femme. C'était l'absence d'une femme. Un fantôme fait de peau et d'os. La peau, d'une couleur grisâtre, collée aux pommettes, aux bras. Les yeux. Mon Dieu, les yeux. C'étaient 2 puits vides, 2 fenêtres sur un enfer privé dont personne ne revient. Il ne le regardait pas. Il regardait à travers lui. Vers le néant. Elle tenait un bébé dans ses bras. Un bébé étrangement immobile, pâle. Elle le tenait d'un geste mécanique, automatique, comme s'il tenait un objet, pas un enfant. Derrière ses jupes usées, d'autres petites silhouettes apparaissaient. Des enfants, comme de petits spectres surgis de l'obscurité. Leurs yeux étaient le reflet des siens, vides, effrayés, vieux. Javier essaya de sourire. Un sourire professionnel, rassurant. Le sourire se figea sur son visage. Il se sentit idiot. « Bonjour, je m'appelle Javier. Je viens discuter avec vous. » Les mots sonnaient stupides, inutiles face à une telle désolation. Elle ne répondit pas. Elle cligna seulement des yeux. Un clignement lent, comme si cela lui demandait un effort immense. Et depuis le coin le plus sombre de la seule pièce, une voix s'éleva. Une voix rauque, comme le frottement de papier de verre sur du vieux bois. Que veut le gouvernement ? Javier plissa les yeux pour mieux voir. Assis sur une chaise en osier, tel un roi sur son trône de misère, se trouvait un vieil homme. Maigre, osseux, avec une barbe clairsemée et le même regard vide que le reste de la famille. Mais chez lui, ce vide n'était pas celui de la douleur. C'était celui du pouvoir. Il était le maître de toute cette horreur. Le patriarche. Le vieil homme sourit. Un sourire édenté. Une fissure dans un visage de pierre. Le sourire d'un prédateur satisfait. Javier entra. L'odeur était insupportable. Il posa les questions du manuel. Les questions stupides. Sur la nourriture, sur l'école, sur les vaccins. Elisabeth répondait par monosyllabes. Parfois même moins que cela. C'était le vieil homme qui répondait à sa place. Oui. Non. Parfois. Sa voix n'était qu'un murmure, l'écho d'une personne qui n'existait plus. Les enfants ne parlaient pas. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils se contentaient de regarder, avec cette peur ancienne dans les yeux. Javier remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Le bébé dans les bras d'Elisabeth, et l'enfant plus âgé, qui devait avoir environ 10 ans, et l'enfant qui le suivait. Ils avaient tous les mêmes yeux, pas ceux d'Elisabeth. Ils avaient les yeux bridés, petits et cruels, du vieil homme dans le fauteuil. Il quitta la maison avec un nœud de nausée dans l'estomac. L'odeur de pourriture s'était imprégnée dans ses vêtements, dans ses cheveux. Dans son rapport, cet après-midi-là, il écrivit les mots réglementaires, les mensonges officiels. Famille en situation d'extrême vulnérabilité, suivi psychologique et aide alimentaire recommandée. Mais ses mains tremblaient en écrivant.
Il savait que ce n'était pas de la vulnérabilité. C'était quelque chose de bien pire. C'était un mal ancien, patient, un mal qui se nourrissait du silence. Cette nuit-là, dans son petit appartement propre, il n'a pas pu dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le regard vide d'Élisabeth, le sourire édenté du vieil homme, le silence des enfants. Il s'est levé et s'est servi un verre. La voix de son patron résonnait dans sa tête. « Ne t'implique pas. » Il pouvait clore l'affaire, recommander un suivi et oublier, passer au dossier beige suivant, se sauver lui-même. Mais l'image de ses enfants avec les yeux de leur grand-père, c'était une épine dans sa conscience. Il décida de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Quelque chose qui allait à l'encontre de toutes les règles. Il décida d'enquêter de son propre chef. Le lendemain, il ne retourna pas au bureau. Il conduisit 3 heures jusqu'à la capitale du département. Au registre civil. Une pièce poussiéreuse, remplie d'énormes livres reliés en cuir. L'air sentait le vieux papier et le temps arrêté. Il passa des heures à chercher. Le responsable le regardait avec suspicion. D'abord, l'acte de naissance d'Elisabeth Flores. Père, Joaquín Flores. Mère, Esperanza Rojas. Tout était normal. Puis, il chercha les enfants. Un par un, le premier, Carlos Flores, né il y a 10 ans. Mère, Elisabeth Flores. Père, la case était vide. La deuxième, Sofia Flores, 8 ans. Mère, Elisabeth Flores. Père, vide. Le troisième. Le quatrième, le cinquième. Tous pareils. Une procession d'enfants sans père. Des mères célibataires. Dans un village où la religion et la tradition étaient tout. Impossible. Javier eut un frisson. Il continua à chercher. Il chercha l'acte de naissance du frère d'Elisabeth, Mateo Flores, né 2 ans après elle. Père, Joaquín Flores. Mère, Esperanza Rojas. Et puis, il trouva un acte qui n'aurait pas dû exister. Un acte qui fit s'arrêter le monde. Un enfant né 6 ans auparavant. Joaquín Flores, comme le patriarche. Mère, Elisabeth Flores. Père, le nom était là, écrit d'une calligraphie tremblante. Père, Mateo Flores, son frère. L'air s'échappa de ses poumons. Il dut s'appuyer contre l'étagère pour ne pas tomber. La poussière des archives lui remplit la bouche. Elle avait le goût d'une tombe, d'une vérité enfouie. Père, frère, le puzzle était presque complet. Et alors, avec une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, il chercha l'acte de naissance du bébé. Le dernier, celui qu'il avait vu dans ses bras. Il l'a trouvé. Mère, Elisabeth Flores. Père, Carlos Flores, son propre fils. Javier s'est enfui des archives. Il a vomi dans la rue. Il est resté là, tremblant, appuyé contre un mur. Les copies des actes dans sa main lui semblaient radioactives. Elles étaient la preuve. La preuve d'une atrocité qui défiait le langage. Ce n'était pas une famille. C'était une ferme humaine. Une lignée d'abus perpétuée de génération en génération comme une tradition sacrée. Il pouvait retourner à son bureau, ranger les papiers dans un tiroir, clore le dossier, sauver sa carrière, sauver sa santé mentale, où il pouvait mettre le feu au monde. Il regarda le ciel. Le soleil se couchait. Le ciel saignait sur les collines. Et Javier prit une décision. Non. Il ne serait pas un autre complice du silence. Il allait sortir Elisabeth de cet enfer. Ou mourir en essayant. Javier ne retourna pas au village le lendemain. Il revint le soir même. Sans uniforme. Sans dossier. Sans son nom officiel. Seulement avec le froid de la certitude dans les os et une fureur glaciale qu'il ne savait pas posséder. La lune était un éclat d'os dans le ciel noir. Le village dormait son sommeil complice,
un sommeil profond et sans remords. Mais dans la maison des Flores, personne ne dormait vraiment. Personne ne l'avait fait depuis des générations. On attendait seulement. On attendait le prochain tour, la prochaine horreur, la prochaine nuit. Javier ne frappa pas à la porte. Cette fois, il la poussa. Le grincement fut un cri dans le silence épais de la nuit. Un son qui déchira le calme et annonça que quelque chose était sur le point de changer pour toujours. À l'intérieur, la scène ressemblait à un tableau de Goya, un tableau de l'enfer. La lumière vacillante d'une seule lampe dessinait des ombres monstrueuses sur les murs en adobe. Le vieux Joaquin, assis comme un roi sur son trône en osier, immobile, souverain de son petit royaume de pourriture. Élisabeth était allongée sur le sol, sur la terre battue. Elle berçait le bébé. Un mouvement rythmique, automatique, comme un pendule cassé. Les enfants, blottis dans un coin. Une masse de petits corps tremblants. Des animaux effrayés, attendant le coup. Joaquin leva les yeux. Il n'y avait aucune surprise dans son regard. Seulement une lassitude ancienne. Une gêne. Comme si Javier était un insecte qui bourdonnait trop près. Un sourire édenté se dessina sur son visage. « Vous avez perdu quelque chose, jeune homme du gouvernement ?» Sa voix était comme du papier de verre frotté sur du vieux bois. Javier s'avança jusqu'au milieu de la pièce. L'odeur le fit presque vomir à nouveau. Il brandit les copies des actes de naissance. Les feuilles tremblèrent dans sa main, mais sa voix était ferme. « Je viens la chercher, elle et les enfants. » Le vieil homme laissa échapper un rire sec, un raclement de gorge guttural. « Elle ne va nulle part. » Il ne le dit pas avec colère. Il le dit comme un fait, comme quelqu'un qui affirme que le soleil se lève à l'est. « Elle est à moi. » Il fit une pause, savourant le mot. « Mon sang. » Ma terre, ma récolte. Ce n'était pas une revendication. C'était un jugement, une déclaration de propriété. À ce moment-là, Javier comprit. Il ne parlait pas à un homme. Il parlait à un dieu sombre, le dieu de ce petit enfer privé. Un dieu qui créait et détruisait à sa guise. L'horreur avait un début, une nuit précise dans le calendrier de la douleur. Élisabeth avait 10 ans. Elle se souvenait encore de l'odeur de terre humide qui émanait des vêtements de son père. Elle se souvenait du poids de son corps sur le sien, si petit, si fragile. Elle n'avait pas crié. Elle avait appris cette nuit-là que les cris ne servaient à rien. Ils ne faisaient qu'attirer davantage de douleur. Sa mère, dans la pièce voisine, fredonnait une berceuse. Ou peut-être était-ce le bruit du vent, ou celui de son âme qui se brisait en 1000 morceaux. Un froid s'installa dans sa poitrine. Une glace qui ne fondrait jamais, jamais. Elle sentit le goût du métal rouillé dans sa bouche, le goût de la peur. Et elle apprit à partir, à flotter hors de son corps, à regarder depuis le plafond. À voir cette petite fille qui était elle, mais qui ne ressentait plus rien. Son corps était là, mais son esprit s'était enfui loin. Puis vint le frère, Matteo. C'était aussi juste un enfant effrayé. Une nuit, le père le tira du lit. Il l'emmena dans la chambre d'Élisabeth. « Tu es déjà un homme, » lui dit-il, la voix pâteuse à cause de l'alcool. « Elle est à toi. Utilise-la. » Matteo pleurait. Il tremblait. « Non, papa, s'il te plaît. » Mais le père était la loi, et la loi devait être obéie sans discussion. Cette nuit-là, Élisabeth ne ressentit pas seulement sa propre douleur. Elle ressentit aussi celle de son frère, transformé de force en monstre. 2 enfants détruits dans le même lit, 2 âmes brisées dans la même obscurité. Son esprit devint un labyrinthe.
Elle construisit des couloirs et des portes fermées à clé par l'oubli. Derrière une porte, elle rangea la première nuit. Derrière une autre, la nuit avec son frère. Elle créa une petite pièce au centre de son esprit. Une pièce vide, sans fenêtre, sans porte. Un refuge de silence et d'obscurité. C'est là qu'elle s'asseyait, la vraie Élisabeth, celle qui se souvenait encore du soleil. Tandis que son corps était utilisé là-bas, dans le monde réel. Et puis, la dernière abomination arriva, celle qui brisa le dernier vestige de son humanité. Son fils, Carlos, le fils chéri de son père. Quand il eut 12 ans, Joaquin l'appela. La même cérémonie, les mêmes mots cruels. Tu es désormais un homme. Élisabeth vit son propre fils marcher vers elle, avec la même terreur dans les yeux que Matteo, avec la même obéissance aveugle. Quand il la toucha, quand son propre sang devint son bourreau, quelque chose se brisa à jamais. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une larme, c'était un clic. Le son sec et définitif d'une lumière qui s'éteint pour ne plus jamais se rallumer. Elle sentit la poussière rugueuse du sol sous ses pieds nus. Elle vit une toile d'araignée dans le coin du plafond, brillante à la lumière de la lampe. Une œuvre d'art macabre. Elle entendit les battements de son propre cœur. Lent, constant, comme un tambour lointain annonçant la fin du monde. L'horreur n'était plus à l'extérieur. Elle était à l'intérieur. C'était elle. La petite fille qu'elle avait été, la sœur qu'elle avait été, la mère qu'elle avait été. Tout s'était fondu en une seule chose. Un récipient vide pour contenir la douleur de sa lignée maudite. Javier regarda les enfants dans le coin. Il vit Carlos, l'aîné, celui qui était déjà un homme aux yeux de son grand-père. Il le vit regarder sa petite sœur, Sofia, qui devait avoir 8 ans. Et dans son regard, Javier ne vit pas un enfant. Il vit la même lassitude d'autrefois, le même regard de possession que celui du vieil homme. Le cycle n'avait pas été brisé. Il se répétait, juste là, sous ses yeux. La prochaine génération de l'enfer était en train de naître. « Nous partons », dit Javier. Sa voix sonna étrange, trop forte pour cette pièce chargée de chuchotements. Il saisit la main d'Élisabeth. Elle était glacée, flasque, comme la main d'un cadavre. « Prends tes enfants, tous. » Elle ne réagit pas. Elle continuait à fixer un point inexistant sur le mur. Le vieux Joaquin se leva lentement. Pour la première fois, Javier eut peur. Une peur primitive, viscérale. La peur de la bête qui défend son repère. « Personne ne bouge d'ici », grogna le vieil homme. Il attrapa une machette qui était appuyée contre le mur. La lame rouillée, tachée de Dieu sait quoi, brillait faiblement. Javier s'interposa entre le vieil homme et Élisabeth. Son corps, bien que tremblant, formait un bouclier. « C'est fini, Joaquin. C'est fini ce soir. » Mais au fond, il savait qu'il mentait. Pour Élisabeth, cela ne finirait jamais. L'enfer était déjà en lui. Il pouvait la faire sortir de la maison. Mais personne, jamais, ne pourrait la faire sortir de cette pièce sombre de son esprit. Le mal a une généalogie, une racine pourrie qui s'enfonce dans le temps, se nourrissant de silence et de peur. Joaquin n'est pas né monstre. Il a été façonné, coup après coup, dans le même silence, dans la même maison. Son père était un homme peu loquace et au point rapide. Un homme avec de la terre sous les ongles et de la violence dans le regard. La loi dans ce coin du monde était simple, brutale et absolue. Le sang reste dans le sang. La terre était pauvre, le ciel avare. Il n'avait rien à offrir au monde extérieur, et il ne voulait rien de lui,
leur seul trésor était leur lignée, un trésor sombre, gardé sous 7 clés, dans une boîte d'os. Joaquin apprit très tôt la leçon. Il avait 12 ans. Il était encore un enfant qui courait après les lézards sous le soleil. Une nuit, son père le réveilla. Non pas d'une caresse, mais d'une secousse. Il le traîna jusqu'à la chambre de sa sœur aînée. « C'est ton devoir », lui dit-il. Le mot « devoir » était une pierre. Lourd, incontestable. Cette nuit-là, l'enfant mourut. Et le gardien de la coutume naquit. Les pleurs de sa sœur se mêlèrent aux siens. Mais dehors, on n'entendait que le vent. Son père montait la garde à la porte, une ceinture à la main, s'assurant que la tradition ne soit pas rompue, s'assurant que le poison soit transmis à la génération suivante. Des années plus tard, on lui amena Esperanza. Ce n'était pas un cortège. Il n'y avait ni fleurs ni promesses. C'était un marché, une affaire entre familles brisées, un échange de silence et de terre stérile. Esperanza venait d'une maison similaire, un enfer aux murs d'une autre couleur. Elle savait quelle était sa place. Elle savait que son corps serait un champ de semailles pour une récolte maudite, et que ses enfants ne lui appartiendraient qu'au pas. Elle n'a jamais été une épouse. Elle était une ombre. Elle n'a jamais été une mère. Elle était une autre prisonnière. Sa folie n'était pas une maladie soudaine. C'était un refuge qu'elle avait construit brique par brique, chanson par chanson. Les mélodies qu'elle fredonnait n'étaient pas pour les enfants. Elles étaient pour elle. Pour la petite fille qui pleurait encore dans un coin de son esprit dévasté. C'était le seul acte de piété qui lui restait. Quand Élisabeth est née, Joaquin l'a regardée dans son berceau. Il n'a pas vu une fille. Il a vu un destin. Un cercle qui se refermait et s'ouvrait à nouveau. Il vit le visage terrifié de sa propre sœur dans le berceau. Il vit ses propres yeux d'enfant effrayés. Et il comprit son rôle dans la tragédie. Il n'était plus la victime. Il était désormais le bourreau, le grand prêtre de cette religion d'horreur et de sang. Il ne ressentit ni joie ni désir. Il ressentit le poids de la chaîne sur ses épaules. C'était maintenant à son tour d'être le maillon, à son tour de perpétuer la malédiction. Et il attendit, avec la patience d'un prédateur. Il attendit que la petite fille s'épanouisse, que son corps soit prêt pour la profanation. Il compta les années, les saisons. Il la vit grandir, inconsciente du destin qui l'attendait. Et dans chacun de ses gestes innocents, il voyait le plan de son père. Un plan parfait dans sa monstruosité. Le jour où Élisabeth eut 10 ans, l'atmosphère de la maison changea. Elle devint dense, lourde. Le soleil sembla se cacher avant l'heure. Cette nuit-là, Joaquin entra dans sa chambre. La petite fille le regarda avec des yeux grands ouverts, avec la confiance absolue qu'un enfant a en son père. Il était encore son héros, son protecteur. Il se pencha et lui murmura à l'oreille, pas les mots d'un père, mais les mots d'un Dieu cruel. Il répéta la même phrase qui avait scellé son propre destin, tant d'années auparavant. C'est ton devoir. Et le cycle recommença. Plus vicieux, plus profond, plus tordu. Car Joaquin ne se contenta pas de répéter l'horreur qu'on lui avait enseignée. Il la perfectionna. Il l'amplifia. Il transforma la maison en un labyrinthe de miroirs déformants, où chaque reflet était une nouvelle abomination. Frère avec sœur, fils avec mère. L'enfer n'était pas une punition, c'était un héritage, et il en était le fidèle et dévoué héritier. La machette brillait, un arc de lumière sale dans l'obscurité. Javier ne bougea pas,
Il était un mur de chair et d'os entre le monstre et sa proie. « Lâche ton arme, Joaquin. » La voix de Javier tremblait, mais son corps était un roc. « Elle et les enfants partent avec moi. Maintenant. » Pendant un instant, le temps s'arrêta. Le vieil homme, le jeune homme et la femme fantôme. Un triangle de destin sur le point de s'entrechoquer. Joaquin soupesa la machette. Il regarda Javier, puis Elisabeth. Et dans ses yeux, pour la première fois, Javier ne vit pas de méchanceté. Il y vit de la fatigue. Une fatigue vieille de plusieurs siècles. Le poids de la chaîne qu'il avait lui-même contribué à forger. Lentement, il baissa le bras. La machette tomba sur le sol en terre avec un bruit sourd, comme un os qui se brise. « Emmène-les, » murmura le vieil homme. Il se retourna et se rassit sur son trône en osier. Un roi vaincu dans un royaume de cendres. Il ne regarda plus en arrière. Il avait renoncé à sa récolte. Ou peut-être transmettait-il simplement la malédiction à un autre, au monde extérieur. Javier n'attendit pas. Il prit Elisabeth par la main. « Allons-y. » Elle le suivit, sans volonté, comme une feuille dans le vent. Les enfants se levèrent du coin. Silencieux, ordonnés, comme s'ils avaient l'habitude d'évacuer les enfers. Ils sortirent de la maison. Personne ne regarda en arrière. Ils laissèrent le vieil homme seul, avec ses fantômes et l'odeur de pourriture. La première porte à laquelle ils frappèrent fut celle de la police. Un petit commissariat dans le village voisin. Une lumière fluorescente clignotait au-dessus d'un agent en uniforme froissé. L'homme bâillait tandis que Javier, la voix brisée par l'urgence, tentait d'expliquer. Il montra les procès-verbaux. Il raconta l'histoire, l'inceste, l'abus, la machette. Le policier le regardait d'un œil vitreux. « Écoutez, jeune homme, les problèmes de jupons, c'est compliqué. » Il prit les procès-verbaux sans les regarder. « Vous êtes sûr que ce n'est pas une querelle d'amants? Que vous ne voulez pas prendre la femme du vieux ?» Il lui tendit un formulaire. « Remplissez ça. Avec tous les détails. Nous verrons si cela est recevable. » Le système ne voulait pas écouter. Il voulait un document signé. Javier sentit une vague de rage glaciale l'envahir. Le bureau métallique était froid sous ses mains. Le bourdonnement de la lumière était une insulte. Il regarda Elisabeth, assise sur un banc. Elle regardait le mur. Elle était en sécurité. Mais elle n'était pas là. L'horreur n'avait pas besoin de murs en adobe. Elle vivait derrière ses yeux. Le prochain arrêt était le centre de santé. Un médecin gros et en sueur les accueillit avec impatience. « Qu'avons-nous là ?» Il examina les enfants à la va-vite. Malnutrition. Pouls. Un tableau classique. Il nota dans son carnet. Il ne posa pas de questions sur les bleus sur les bras de Sofia. Il ne posa pas de questions sur le regard vide de Carlos. Il ne posa pas de questions sur les raisons pour lesquelles la mère ressemblait à un spectre. « Je vais vous donner des vitamines. Et quelque chose pour les poux, » dit-il en tendant une ordonnance. Javier intervint. « Docteur, ils ont été maltraités. Par leur père, leur frère, leur fils. » Le médecin soupira, agacé. « Écoutez, mon travail consiste à soigner le corps. Les ragots familiaux ne sont pas ma spécialité. S'ils n'ont pas de maladie physique, je ne peux rien faire de plus. » Il se tourna vers le patient suivant. La justice avait des heures de bureau. La pitié aussi. Elisabeth sentit le froid du stéthoscope sur sa poitrine. Encore un contact sans permission. Encore une intrusion. Elle regarda les murs blancs. Ils étaient identiques aux murs invisibles de sa prison mentale. Propres, vides, froids. Elle avait quitté la maison.
Mais elle n'avait échappé à rien. Son dernier espoir était la capitale. Le bureau du procureur général, un imposant bâtiment de verre et d'acier. Javier croyait naïvement que là-bas, la taille importait. Que la justice serait aussi grande que le bâtiment. Après des heures d'attente, il fut reçu par une jeune procureure, Carmen. Elle écouta l'histoire. Ses yeux se remplirent d'une indignation sincère. « C'est monstrueux, dit-elle. Nous allons agir immédiatement. » Ce fut la première lueur d'espoir. Javier s'y accrocha. Les jours se transformèrent en semaines. Elisabeth et les enfants furent envoyés dans un refuge, un endroit anonyme, propre et désolant. On leur donna des vêtements neufs, des repas chauds et des séances avec des psychologues. Ils devinrent un dossier, un numéro de dossier. Javier appelait Carmen tous les jours. « Nous nous en occupons. Le processus est lent. Soyez patiente. » Finalement, il l'a trouvée dans un couloir. Elle a évité son regard. « Joaquin a été interrogé, a-t-elle murmuré. Et alors ? Ils l'ont relâché. Javier a senti le sol se dérober sous ses pieds. Comment ? Ils avertent les procès-verbaux, les témoignages. Il a tout nié. Il a dit que vous aviez inventé toute cette histoire, que vous vouliez garder sa femme, que les procès-verbaux étaient faux. C'est sa parole contre la sienne. Il n'y a pas de preuves matérielles irréfutables. La voix de Carmen n'était plus qu'un murmure de défaite. Un homme âgé, en costume, s'approcha. Le supérieur de Carmen. Il regarda Javier avec mépris, avec l'indifférence d'un dieu mineur. « Monsieur, dit-il, le regard perdu dans un écran, la femme et les enfants ne sont plus à leur domicile d'origine. Légalement, il s'agit désormais d'une affaire de personnes disparues. Cela relève d'une autre juridiction. Remplissez le formulaire 2B. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers. À la classer. À l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. » Javier sentit le goût métallique de l'échec dans sa bouche. Le sol poli du couloir reflétait les lumières du plafond. Un labyrinthe bureaucratique conçu pour qu'aucune vérité dérangeante ne puisse s'échapper. Un jour, il reçut un appel du refuge. Elisabeth était partie. Elle avait emmené les enfants. Elle avait simplement disparu. Sans laisser de mots, sans laisser de traces. Le système l'a classée. Affaire classée. Un autre numéro dans les statistiques de l'oubli. Des années ont passé. Javier travaille toujours aux services sociaux. Mais il n'est plus le même. Ses yeux ont la même fatigue que celle qu'il voyait chez le vieux Joaquin. La fatigue de celui qui a vu le fond de l'abîme et qui a découvert que l'abîme avait des formulaires. Dans le tiroir de son bureau, il garde une copie de l'acte de naissance d'Elisabeth. Parfois, il la regarde. Et il se pose des questions. Nous ne savons pas où se trouve Elisabeth, ni ce qu'il est advenu de ses enfants. Peut-être est-elle retournée dans la maison en Pisée, le seul enfer qu'elle connaissait. Peut-être s'est-elle fondue dans la misère anonyme d'une grande ville. Ou peut-être, juste peut-être, a-t-elle trouvé un endroit sans homme et sans Dieu. Un endroit où le silence n'était pas une condamnation, mais un choix. Nous ne le saurons jamais. Son histoire s'est perdue dans un dossier, au format 2B. Sa tragédie est devenue un numéro. Et c'est là la réalité la plus interdite de toutes. Celle qui nous montre que le plus grand monstre n'est pas toujours un homme armé d'une machette. Parfois, c'est le système qui lui permet d'exister. Le système qui l'alimente par son indifférence. Le système qui transforme les cris en papier. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans la prochaine réalité interdite.